voire même de faire un petit peu plus court s'ils peuvent, sachant qu'on n'est pas dans un contexte académique, donc j'espère qu'ils pourront le faire. Un mot pour vous présenter donc dans l'ordre où ils vont intervenir. Jean Cartier-Bresson, qui est professeur d'économie à l'université de Versailles-Saint-Quentin, dans les Yvelines. Gilles Dutel, qui est le responsable du master de lutte contre la criminalité financière, dont je parle au début, puisqu'il est un des organisateurs de ce colloque. Et Pierre Lascoum, qui est directeur de recherche au CNRS à Paris. Voilà dans l'ordre pour les trois. Et je passe tout de suite la parole à Jean Cartier-Bresson. Merci. Merci, chers collègues. Merci aux organisateurs. Ne perdons pas de temps. Je commencerai par un tout petit propos avant de dérouler les quelques points que j'ai à proposer à discussion. Mon petit propos contradictoire, c'est que j'ai entendu déjà 3 fois ce matin qu'il n'y avait pas assez de recherche sur la corruption, qu'on n'avait pas assez de documents, d'informations. J'ai absolument pas ce point de vue. Je pense que finalement, nous avons énormément de recherches qui se sont développées historiquement, et encore plus dans les 20 dernières années, et que nous savons déjà énormément de choses. Le problème, c'est que faire de ce savoir pour que les choses bougent. J'ai presque envie de dire comme métaphore, c'est comme si vous me disiez que les gens continuent à fumer parce qu'ils n'ont pas lu sur le paquet que ça nuit à la santé. Je pense qu'on sait beaucoup de choses sur la corruption, on en connaît les mécanismes, on en connaît beaucoup de choses. On ne sait pas arrêter de fumer, c'est autre chose. C'est comme de demander à un fumeur pourquoi tu n'arrêtes pas de fumer, il sait que c'est pas bon, c'est pas pour ça qu'il s'est arrêté. Donc c'est important pour moi parce que d'un point de vue académique, surtout comme économiste du développement, je travaille surtout sur les pays en développement, il y a des centaines d'économistes qui publient dans les revues académiques des travaux sur la corruption. Je suis en accord, en désaccord, on n'est pas d'accord entre nous, on discute, mais ce n'est plus un sujet mal traité, dans les deux sens du terme, c'est un sujet extrêmement traité. Mais ce n'est pas parce que nous avons, d'une façon contradictoire entre nous, des recettes différentes, que ces recettes peuvent être appliquées ou sont applicables. La crédibilité d'une politique publique n'est pas liée au savoir académique. C'est une question politique et sociale, et c'est une autre affaire. Donc là, je suis un peu en porte-à-faux. Je pense qu'en lisant des gens que je fréquente depuis longtemps, parce qu'effectivement, on a dit aussi ce matin que le petit groupe qui travaillait, ça fait exactement 23 ans que j'ai commencé sur le sujet. Il y a le groupe, on va dire, des anciens, je suis un vieux sur le sujet, mais il y a plein de jeunes aussi qui démarrent, en tous les cas en économie du développement. 60% des gens qui publient sur la corruption ont moins de 35 ans aujourd'hui. Ils font d'ailleurs des choses qui ne m'intéressent pas forcément. Donc c'est d'une autre question. Bon, ça c'était, j'ai déjà perdu, puisque je m'arrêterai à 12h05 exactement, puisque j'ai dit 20 minutes. Alors, une fois que j'ai dit ça, 2 objectifs dans ma présentation que j'ai adaptés par rapport à ce qui s'est déjà dit ce matin. 2 objectifs. Montrer comment les économistes raisonnent sur cette question, donc donner quelques hypothèses de la façon dont pense un économiste la question de la corruption, et 2, traiter à partir donc de cette façon de faire des économistes les 4 sujets qui concernent quasiment toutes les disciplines, et qui fonctionnent un peu comme un triptyque, on l'a vu, enfin un triptyque à 4, c'est pas très bon, excusez-moi. On va le relabelliser. Hein, un économiste ne sait pas compter. Ouais. En tous les cas, les 4 questions qui sont transversales à toutes les disciplines, que ce soit la sociologie, l'anthropologie, le droit, etc., c'est la première question essentielle, c'est définir, classer et mesurer. On a bien compris qu'il y avait un problème sur les définitions. Est-ce qu'on s'arrête à la définition juridique qui est dans le code pénal? Et là, on ne va pas en parler, elle est comme ça. On pourrait vouloir le réformer en la changeant, mais là, la définition est simple. Et après, il y a la définition du chercheur. La définition du chercheur, elle est plus large, on l'a compris ce matin. Donc, je vais essayer de traiter rapidement cette question de la définition du classement. Le classement, c'est les typologies, les différentes formes de corruption. Ce matin, on a eu, par exemple, des statistiques. Je le dis par provocation avec le collègue qui va me... Mais la corruption, pour moi, même d'un point de vue juridique sur une incrimination, ça ne me dit rien si, pour un chercheur, on ne la classe pas en termes de petite, de grande, de montant, de plein de choses. Ça, c'est le classement. Et après, toujours sur ce premier agenda de recherche, la mesure. La mesure, c'est-à-dire la question de la quantification. Quel type de statistiques on a? Et à partir du moment où on ne s'arrête pas à la petite corruption, qui n'est pas mon sujet, mais à la grande, nous n'avons pas d'enquête de terrain. Personne ne me propose de suivre à l'Élysée le circuit des mallettes, donc je ne peux pas faire de l'anthropologie des mallettes à l'Élysée. Et donc, forcément, j'essaie quand même de mesurer qu'est-ce qu'on peut faire, j'en dirai 2 mots.
La deuxième grande question, c'est évidemment pour tout le monde les causes, l'origine. Pourquoi ce système que tout le monde a bien présenté comme une illégalité normalisée, si elle n'était pas normalisée, elle ne nous intéresserait pas comme chercheurs. Je dirais que les chercheurs qui travaillent sur des illégalités non tolérées ont une approche et un agenda qui ne ressemble pas du tout à notre agenda, à nous, anthropologues, économistes ou sociologues, qui travaillons sur les illégalités normalisées. L'illégalité normalisée, terme qui a déjà plus de 20 ans dans le milieu académique, ce sont donc des comportements qui vont montrer le fossé qui existe entre les normes officielles et les pratiques concrètes que tout le monde connaît. Et ça, c'est pas inintéressant, parce que si tout le monde connaît les pratiques, même si on n'a pas les chiffres, tout le monde sait plus ou moins qu'il se passe quelque chose. Et pas simplement dans la rumeur, certains vont beaucoup plus loin et aiment la rumeur, mais même sans aller jusqu'à la rumeur, il y a de l'information. C'est l'idée que j'avais donnée dans le tabac, on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'information. Donc, quand on va être sur cette question, c'est essayer de comprendre la fonction de l'illégalité normalisée. La question, c'est soit on est un pervers polymorphe, je dis ça en rigolant, et on aime ça, soit effectivement on est dans un système qui ne permet pas de gagner le combat politique sans rentrer dans le réseau et avec ses règles du jeu. Et donc le problème qui se posera après dans ma troisième question, et j'ai déjà la moitié de mon temps j'imagine, c'est de quantifier, tel qu'on peut le faire, le coût du phénomène. Parce qu'on peut toujours se poser, c'est pas parce que c'est illégal que c'est pas bien finalement. Il y a plein de choses qui sont à des époques illégales et finalement on change la loi parce que la loi était en dehors des pratiques. Donc nous économistes, finalement, la question du coût de la corruption ou des pratiques anormales, c'est par rapport à l'efficacité d'un système. Donc je vais devoir définir ce qu'est l'efficacité parce que le chercheur ne s'arrête pas au fait que c'est légal ou illégal. Quelque chose pourrait à un moment, je vous rappelle, le profit est illégal en Union soviétique, c'est pas pour ça que finalement point, 3 petits points. Bon, vous comprenez bien que cet agenda est un agenda de construction. Donc les causes, pour comprendre les causes, c'est comprendre effectivement la fonction essentielle dans la reproduction du système de cette pratique banalisée qui est illégale, mais qui finalement est complètement justifiée par les gens qui la mettent en place. Peu de gens qui participent à ce type de phénomène corruptif ou de mauvaise gouvernance sont des gens qui se sentent honteux. C'est-à-dire, la plupart des gens, on le voit parfaitement, je vais prendre carrément en mettant les pieds dans le plat. Je regardais sur, je crois, la chaîne parlementaire, il n'y a pas longtemps, un documentaire sur la France-Afrique. Et on voyait cette fameuse question très intéressante de Kouchner à l'Assemblée nationale qui justifie 2 500 000 € pour un rapport de 30 pages, je vous laisse calculer le truc, sur la réforme de la sécurité sociale au Gabon. Il nous fait pleurer sur le fait que là-bas on meurt et qu'il faut donc un système de santé. On voit bien qu'il n'y a aucun moment il pense qu'il est persona non grata dans son milieu. Il n'y a aucun. Et ce n'est pas une question, ce n'est pas lui qui me pose un problème. C'est le fait que cette pratique est totalement banalisée. Je veux dire, pour ceux qui aiment la lecture, si on lit les mémoires de Saint-Simon sur le phénomène de cour, on comprend que ce qui peut choquer est le fonctionnement de reproduction d'une élite. Si aujourd'hui, tenir son statut demande de prendre l'avion tous les vendredis soirs de Paris pour aller dans sa maison en Corse, parce que c'est là que ça se discute, le salaire d'un fonctionnaire ne permet pas. Et donc, il y a un moment, tout se justifie. Et donc, cette analyse, pour moi, elle est amorale, elle va être sur l'efficience. Bon, après, la dernière question, une fois qu'on a vu ça, je rappelle les définitions, les causes, les conséquences, c'est quels sont les moyens de lutte. Alors, dans le temps qui me reste, donc c'est un quart d'heure maximum, je vais reprendre ces 4 questions qui sont, comme je dis, transverses à toutes les disciplines, à tout, même aux militants associatifs, qui n'ont pas forcément de discipline, qui sont plutôt dans la culture générale sur le phénomène. Et je vais, même si j'y crois pas forcément, donc c'est pas forcément que moi qui parle là, essayer de transmettre la manière dont un économiste va penser cette question-là. Alors, premier point, la définition. Pour un économiste, la définition de la corruption, je l'ai déjà dit, elle est clairement pas juridique. Et j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, pour la plupart des économistes, même pour les pays démocratiques développés, dits riches, mais je travaille surtout sur les pays en développement, il y a une sorte de consensus pour dire que la définition qui nous intéresse est beaucoup plus large que la corruption, et même corruption et délits assimilés. Nous sommes beaucoup plus dans ce qu'on appelle l'agenda de la gouvernance, c'est-à-dire que la corruption n'est qu'une des 6 variables qui nous posent un problème. Alors, je vais juste expliquer avec un exemple bébête. Si vous devez être opéré par un chirurgien et que vous êtes dans un pays où le système de santé est peu développé et assez chaotique, qu'est-ce que vous préférez? Que votre chirurgien soit corrompu, c'est-à-dire qu'il demande une enveloppe pour vous opérer, à temps,
qu'il soit incompétent, c'est-à-dire que finalement ça fait très longtemps qu'il a fait ses études et qu'il n'est pas vraiment, il est spécialiste de podologie et puis c'est finalement vos intestins qui va toucher, pas terrible, qu'il soit fainéant, c'est-à-dire qu'en gros qu'il va vraiment pas se mobiliser pour essayer de donner le meilleur service, ou enfin, je dirais, je pense là au travail qu'évoquait Giorgio Blundo tout à l'heure, qu'il soit méprisant, parce que sur l'histoire des sages-femmes, ce que je trouvais passionnant dans son article, c'est le mépris des femmes pour les femmes. Hein, c'est le patron a tapé le mari tape la femme tape le chien va mordre le gamin. Bon, c'est le système du mépris qui se reproduit. Alors, on en vient à ça. Mon fonctionnaire dans un pays, il peut à la fois ne pas être corrompu, mais excusez-moi, s'il est incompétent, c'est pas mieux. Si je vais le voir, même en France, 30 fois pour avoir mon permis de construire parce qu'il est soit incompétent, parce qu'il maîtrise mal le truc, ou qu'il est fainéant parce qu'il n'est pas là, pour moi, économiste, c'est la même chose. J'ai un problème d'efficacité. Bon. On comprend bien que le problème que l'on adresse là, c'est l'efficacité d'un service public dans sa globalité. Donc on ne demande pas simplement qu'il ne soit pas corrompu, on demande qu'il soit formé, compétent et travailleur. Hein, et pas méprisant. Bon. Si on est sur cet agenda-là, on comprend bien que la corruption n'est qu'un des problèmes et que notre agenda de recherche, il est sur la gouvernance. D'où le fait que je ne vais pas définir la corruption, je vais juste rappeler très rapidement ce qu'on met dans ce mot qui est devenu un mot magique, un petit peu de gouvernance, en économie du développement. Hein. Il y a toute une histoire que je ne vais pas mentionner ici, qui est l'histoire de la gouvernance chez les politiques, chez les juristes, etc., etc. Je dis globalement, la gouvernance, je vous l'ai déjà annoncé, il y a 6 variables qui sont différentes. Les 2 premières variables sont très politiques. Et tout le monde l'a bien dit, le phénomène est un phénomène de construction politique. Hein. Sans la question de la reproduction du système politique, même la petite corruption n'existe pas, parce qu'il faut la tolérance de ce qui est au-dessus pour que ça marche. Alors, les 2 premières variables de la gouvernance sont politiques. La première, c'est effectivement la manière dont on peut sélectionner un gouvernement et le remplacer par des moyens qui sont crédibles, réguliers, organisés. Et là, la référence normative, c'est évidemment, dans un monde parfait, une vraie démocratie, où les élections sont concurrentielles, où l'argent n'a pas d'effet sur le résultat de l'élection, où il y a concurrence égale entre chacun. D'accord ? Et que, on va dire, les moyens financiers, c'est ça l'utopie de la démocratie, ne jouent pas sur le combat électoral. Seuls les arguments jouent. D'accord ? Donc, comme le disaient les premiers théoriciens de la démocratie, ni argent, ni épée. D'accord ? Et ni non plus référence purement symbolique. Mais ça veut dire que normalement, dès lors, on est bien sur un agenda de la politique où ce que l'on demande au mandataire, on lui demande une efficacité de la mise en œuvre de décisions collectives. Et donc, c'est bien la question des choix collectifs qui se pose. Ça, c'est la première variable qui est complètement politique. Et on voit bien qu'elle a un effet sur tout le reste de cette affaire, parce que c'est dans cette première variable que se joue la place de la transparence, de l'information. Mais pas en disant les salauds, ils ne nous donnent pas l'information. L'information a 2. Aussi les citoyens qui ne cherchent pas l'information. Le fumeur qui, depuis très longtemps, ne regarde plus sur le paquet que c'est pas bon, quoi, qui attend le cancer pour dire oui, j'aurais dû le savoir, et je le savais. Bon. Et donc cette espèce de jeu à 2, hein, c'est qu'il n'y a jamais un corps pourri, c'est ça qui empêche le populisme, il n'y a jamais une élite pourrie sur un corps sain. L'idée que le corps est sain, c'est un tango à 2. Alors après on peut dire qu'en termes de responsabilité, ce n'est pas la même chose, mais il est clair que je ne peux pas concevoir cette première variable sans voir effectivement comment le tango se met là en place à 2. Dire ça ne veut même pas dire, comme je le dirais tout à l'heure dans le clientélisme, que chaque personne qui est tolérante est dans le système clientéliste et il participe et il gagne avec ce système. Il y a une sorte de passivité qui peut exister. Donc ça, c'est la première variable qui nous intéresse, nous, économistes, qui pourrait prendre un délit qui est corruption électorale, mais on voit bien que c'est toute cette question-là. La deuxième variable, qui est peu importante en ce moment en Europe, mais qui peut exploser à d'autres moments ailleurs, c'est le fait, comme dans la transformation des institutions politiques, que les transformations, je veux dire quasiment constitutionnelles, hein, pour les changements de culture radicale, que ces changements se fassent par délibération sans mobiliser la violence. Ça fait partie de l'agenda de la deuxième variable politique. Je vous rappelle qu'il y a énormément de pays où il n'y a pas de transformation sans violence, mais même on pourrait dire, à l'échelle française, beaucoup de pression, hein, le fait qu'on n'arrive jamais à se faire entendre en France, on aller brûler 4 pneus sur une autoroute, c'est une forme. Alors
là aussi, j'étais pas d'accord, hein, quand tu disais qu'on ne s'occupe que de la petite délinquance et tout. Bon, je vais pas lancer le débat, mais je suis même pas d'accord sur ce constat que tu fais en disant qu'on ne finance, qu'on ne travaille que... Bon, je vois bien ce que ça veut dire, mais je crois que c'est plus compliqué, parce que ça serait de dire qu'on peut travailler sur des micro-phénomènes sans que ça soit non plus des marginaux. Tout à l'heure, on a évoqué les associations 1901. Moi, ça fait 25 ans que je dis comment ils ont fait les syndicats pour jamais aller faire contrôler leurs comptes, le financement des syndicats, dans les grandes entreprises, les comités d'entreprise. Le scandale n'est jamais sorti. Il y en a eu un qui a commencé sur le comité d'entreprise Air France à un moment, mais c'est sorti. Donc là, on voit bien... Je ne sais pas si les syndicalistes du comité d'entreprise de EDF sont des cols blancs. Enfin, sociologiquement, ce n'est pas des cols blancs pour moi. Donc, et je pense qu'il y a... Bon. Donc on peut dire que là aussi, ce n'est pas que les cols blancs protégés, machin. Bon. Alors, je m'arrête, puisque c'est mon premier point. J'ai donné donc les 2 premières variables qui étaient politiques. Les 2 variables après de la gouvernance, elles sont totalement administratives. C'est la référence, comme tout à l'heure je parlais de la démocratie, de la transparence, d'une société saine de gens mobilisés, pas passifs, qui ne se font pas acheter, qui sont prêts à dépenser du temps pour militer, s'organiser, pour faire des choses, ne pas déléguer à tout le monde la chose publique. Dans la deuxième, on est dans l'idéal weberien d'une administration, d'accord ? Sergio Luno l'a dit tout à l'heure, c'est l'idéal weberien. Le rapport est impersonnel, il est efficace, etc. Donc on voit bien là que dans ce modèle de gouvernance, il faudrait que les fonctionnaires soient recrutés au mérite, soient contrôlés, soient reformés, parce qu'on peut ne plus être formé au bout de 10 ans, etc. Et c'est bien la question de l'efficacité. Alors, ce deuxième point est plus important pour dissocier la corruption dans les pays riches et dans les pays pauvres. On voit bien que dans les pays pauvres, on a massivement une petite corruption administrative par question de salaire, par question de pénurie, par question de manque de budget, alors que dans les pays développés, la petite corruption, je dirais, de la petite fonction publique est beaucoup moins importante, où elle est dans certains secteurs très circonscrits, mais elle n'est pas globalisée. Bon, je n'ai jamais eu à payer une amende à un feu rouge à Paris, alors qu'à Casablanca, où je vais régulièrement, on me demande. Et c'est fini, d'ailleurs. Ça serait intéressant, après, comment, effectivement, la petite corruption de la police a arrêté dans les grandes villes au Maroc, sur les feux rouges. Et donc, dans cette logique, on voit bien qu'on a cet agenda de la réforme administrative, qui posera la question que si c'est ça le problème, si c'est une question de culture administrative, c'est pas la même chose. Si c'est une question aussi de manque de compétences, de manque de salaire, c'est pas forcément qu'une question de corruption. Donc, c'est la troisième variable dont j'ai parlé. La quatrième variable, qui pour un économiste est très très importante, même si, alors pour vous, ça sera la plus éloignée, c'est la question des politiques économiques qui sont mises en œuvre. Pourquoi elle est importante ? Les politiques économiques qui sont mises en œuvre font partie de la gouvernance. Pourquoi ? Parce que les politiques économiques, et on ne serait sûrement pas d'accord entre nous ici sur ce qui est une bonne ou une mauvaise politique, hein, de l'extrême gauche à l'extrême droite, vous voyez bien que ce ne serait pas la même chose, mais en tous les cas, où on sera tous d'accord, c'est que les politiques économiques mises en œuvre ont un effet en termes d'efficacité, donc de croissance, donc un effet sur l'emploi, donc sur le budget. Et on voit bien que beaucoup de réformes ne sont pas gratuites, et que dans beaucoup de pays, l'évolution de la fonction publique, même en France, le fait qu'on va dégraisser, etc., on va avoir des tensions. Hein, donc la gestion du travail administratif ne sera pas la même. Et donc la question de long terme de la politique économique a un effet très très important. Si une politique économique détermine une montée massive du chômage, une baisse des impôts, une baisse des recettes, il est clair qu'on comprend totalement la dichotomie nord-sud, le fait que le clientélisme tel qu'il se fait est à la fois un système de domination politique, ça c'est clair, ceux qui sont dans le système profitent et c'est grâce à ça qu'ils ont leur pouvoir, mais ce n'est pas qu'un système de domination politique, c'est un système de domination politique qui se développe sur la pénurie de biens publics. La plupart des clients qui doivent rentrer dans le réseau, si on leur proposait d'avoir la bonne école, la bonne truc, là, etc., avec le budget officiel et pas le budget non officiel, terme qu'on emploie tout le temps en économie. Hein. Le budget non officiel, c'est le budget détourné, le détournement de fonds, l'argent de l'aide à la coopération qui va être distribué. On parlait tout à l'heure de Marseille, des associations. Ça, finalement, pour un économiste, c'est un budget non officiel, ce qui était bien le malaise tout à l'heure de la discussion. Quand vous évoquiez le fait qu'on finance une association et que ça apporte de la paix sociale, c'est la fonction de l'État de créer de l'ordre. Et si l'État ne peut pas le faire, ça passe d'autres façons, par des relais qui sont des semi-privés, semi-publics. Privés, associations, avec toute cette ambiguïté de qui est quoi. Bon. Et donc on comprend bien, ça sera sûrement le plus éloigné pour vous, que cette question de la politique économique n'est pas
totalement étrangère à la question de la corruption, puisqu'elle fait bien, sur le long terme, une différence entre les pays qui ont des budgets et des pays qui n'en ont pas. Pensez 2 secondes à la Grèce. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une corruption grecque qui détermine l'éclatement de la crise. Et donc, je pourrais vous analyser quelle est la corruption grecque qui fait que la crise est plus forte en Grèce que dans d'autres pays. Le clientélisme grec, du PASOK à la démocratisation, la fin de la dictature. Mauvaise nouvelle, moi qui suis un vrai démocrate, la dictature grecque, comme la dictature brésilienne, était moins corrompue que la démocratisation avec l'arrivée de partis de gouvernement, que ce soit des alliances sociodémocrates PC ou même au Portugal et tout. Enfin, la démocratie a eu un coup qui a mis en place de nouvelles élites qui ont mis un... Bon. Je m'arrête là, c'est donc ma 4e variable. Cette 4e variable qu'on traite rarement, c'est le fait que des choix, donc je me résume, de politique économique ont des effets sur des variables économiques, en ça les économistes sont intéressés, qui déterminent les opportunités de corruption. Et ne pas voir ça, c'est dans un monde parfait, comme s'il suffisait de dire le pays démocratique, on est donc tous citoyens mobilisés, c'est pas vrai, il y a des passifs, ou de dire que la politique économique n'a pas d'importance parce que le budget, il est toujours là. D'ailleurs, il n'y a qu'à taxer plus les riches, ou je sais pas quoi, on trouve l'argent toujours là où il est. Mais bon, on comprend bien qu'il y a un moment sur cette question fiscale, que je ne lance pas le débat ici, hein, parce que là, ça serait un débat où on ne serait pas d'accord, parce qu'il y a autant de positions que d'économistes. Mais on ne peut pas le mettre de côté, hein, parce que si le budget officiel et non officiel, comme tout à l'heure j'ai dit qu'il y a les normes officielles et les normes non officielles, le budget non officiel, il est comme la norme non officielle. Il est aussi important, aussi fonctionnel, et il participe autant de la régulation de l'ensemble du système. Je passe à ma 5e variable de la gouvernance, et j'ai traité un peu de tout à la fois, c'est la question justement des règles de droit. Les règles de droit, là on est en plein dans la question qui concerne, mais pas que les juristes, c'est les règles qui régissent le rapport entre 2 types d'organisations. Les règles qui régissent le rapport entre les citoyens et l'État, et le rapport entre l'État et les citoyens. Des 2 côtés, les abus peuvent exister. Dit autrement, il y a des pays où c'est l'État qui ponctionne d'une façon illégale les citoyens, d'accord, où il y a des capacités de coercition, des menaces. Je pense à des pays au bord de la guerre civile, où il y a des groupes, alors ça peut être des classes, ça peut être des groupes de religion, ça peut être des régions, mais on voit bien qu'il y a une extraction, il y a une prédation de l'appareil d'État sur la société telle qu'elle est, les riches, les pauvres, n'importe quoi. Donc ça, c'est un premier type de rapport qui est entre l'État et les citoyens. Mais on peut renverser en disant qu'il y a aussi l'interaction entre la société telle qu'elle est et l'État. On voit bien que si je prends le cas, et très bête, hein, je vais très vite, je ne suis pas sérieux en 20 minutes, hein, je parle un peu comme à la télé. Si je regarde le rapport de la mafia, il est quand même difficile de dire que l'interpénétration signifie que là, c'est une partie de la société telle qu'elle est qui contrôle, qui est capable de finalement donner des injonctions. Donc on voit bien que ce rapport de force entre État et organisation sociale, je ne dis pas société civile, pose toute la question du rapport global de l'état de droit. Et selon les pays, selon les régions, le rapport est très très différent. On voit bien, et que c'est pour ça que des statistiques nationales ne sont pas toujours intéressantes, mais ce rapport tel que je l'entends, il n'est pas le même à Strasbourg et à Marseille. Le rapport qu'il y a, j'ai même pas évoqué effectivement la question des organisations criminelles, définition qui ne sera évidemment pas consensuelle, mais on a bien donc cette 5e variable. Et je m'arrête, la 6e variable de la gouvernance, c'est la corruption. C'est incroyable, c'est la corruption, la 6e. Et donc, vous comprenez bien que la corruption n'est qu'un des dysfonctionnements normatifs qui existent à des niveaux politiques, administratifs, à des niveaux des politiques économiques et à des niveaux même de l'organisation de toute la société, presque, je dirais, du droit constitutionnel. Alors, si, et il me reste exactement 2 minutes, si on est d'accord sur le fait que d'attaquer, pour moi, mon expérience de 23 ans, plus comme je le dis, mais j'ai fait une incursion sur la corruption européenne parce que j'ai démarré sur le Brésil en 90 et il se trouve qu'il y a eu, Urbain Graco en a parlé, il y a eu etc. Et j'ai eu des contacts avec la commission Boucherie qui a fait la création du service central de prévention de la corruption où j'étais. Après, j'ai participé au groupe de l'OCDE pour la mise en place de la Convention internationale sur la criminalisation du versement des pots de vin à des fonctionnaires étrangers, la fameuse convention de l'OCDE. Donc, bon, après, j'ai eu des agendas différents, un peu européens, etc., et internationaux. Alors, je me résume dans les 2 minutes en conclusion. Les causes de la corruption, des dysfonctionnements, je les ai mentionnées. Elles sont à prendre dans le fait, premièrement, et ça c'est à discuter, il n'y a pas de consensus, sur le fait que plus nous avons effectivement des pouvoirs de monopole politique, peu de concurrence, ou monopole économique, peu de concurrence,
plus effectivement les rentes que l'on arrive à capter sont importantes, et plus il y a un montant des rentes protégées politiquement, plus effectivement le montant de l'argent qui peut être redistribué à travers la corruption est important. Donc il y a vraiment cette question de la concurrence. Alors, j'ai entendu plein de fois néolibéral et tout, c'est un peu compliqué, parce que je veux dire, la concurrence ne veut pas dire forcément le néolibéralisme. Je veux dire, le fait qu'il y ait de la concurrence entre des acteurs économiques est quelque chose qui crée une sélection. Alors on peut dire qu'elle est bonne, elle n'est pas bonne, ça ne veut pas dire que l'État ne doit pas la réglementer, mais la question des monopoles est très très importante. Et parce que cette question des monopoles détermine aussi la question de l'information. Plus on est en monopole, moins il y a de perdants et moins il y a de révolte des gens. Si vous n'aviez qu'une entreprise de téléphone, vous voyez bien que ce n'est pas la même chose. Il n'y aurait pas de recours au conseil de la concurrence de Bouygues qui va dire « je ne suis pas d'accord avec France Télécom et Orange, le truc, le machin ». Donc cette question, elle n'est pas non plus neutre, cette question de la concurrence. La deuxième variable, c'est évidemment la question du pouvoir discrétionnaire. Et la question du pouvoir discrétionnaire est passionnante parce qu'on comprend bien que dans une société qui est de plus en plus bureaucratisée, aujourd'hui, nous sommes de plus en plus dans ce cercle vicieux, comme il y a des moutons noirs, on contrôle plus. Et comme on contrôle plus, il y a de plus en plus de procédures. Et comme il y a plus de procédures, il y a un moment où on ne peut plus faire. Et moi, je vais vous dire, quand je prends une gomme dans mon laboratoire aujourd'hui, je la vole. Parce que je ne peux pas remplir les 45 dossiers pour demander une gomme. Parce que maintenant, il y a un contrôle du contrôle, du contrôle, du contrôle, du contrôle de la gomme. Alors, pour une gomme qui vaut 1 euro, je ne peux pas. Et donc, cette question sur laquelle, qui est très connue depuis longtemps, c'est-à-dire que il y a le cercle vicieux du contrôle, puisque le contrôle qui devrait empêcher le pouvoir discrétionnaire renforce d'autres types de pouvoirs discrétionnaires. Et donc on n'a pas de bonne solution. Mais on sait simplement, ça c'est mon advice, que ce n'est pas en étant plus répressif ou plus contrôleur, c'est pas en mettant plus de choses qu'on avance. Et donc, maintenant je conclus, 3 propositions. Première proposition, dans un pays, j'arrête sur le développement, dans un pays tel que la France, le premier problème est un problème de la corruption politique. Et je rappelle que, quand même, les lois qui ont été adaptées à la suite des premiers scandales, Urbac-Racotou, Commission Boucherie, rapport, etc., ont été des lois importantes qui ont été les lois de financement de la vie politique avec le contrôle des dépenses électorales. Ces lois auraient dû normalement arrêter la corruption politique, puisque que tous les partis, y compris le fameux 4,5% du Parti communiste, etc., se finançaient et n'avaient pas décidé d'en parler, d'ailleurs, ils n'avaient jamais demandé, parce que ça les intéresse. Alors, entre nous, j'ai déjà 2 minutes de retard, et je m'arrêterai là-dessus. Pourquoi les partis politiques n'ont pas pris l'initiative de demander la réforme avant? Pourquoi personne n'a dit, écoutez, la politique, ça coûte de l'argent, on aimerait bien que ce soit public? Parce que le contrôle de l'argent dans un parti, c'est le contrôle du pouvoir. Et donc, excusez-moi, la fraction qui embête, qui est le type du parti à Lille, que je ne supporte pas, qui croit qu'il va être ministre alors que c'est moi qui dois prendre le poste, je le contrôle par le pouvoir discrétionnaire du financement. Ce qui est intéressant dans cette question, c'est que le problème qu'on a en France, c'est toujours une question quand même dans la hiérarchie du rôle de l'argent dans la politique qui n'est toujours pas assumé. Alors, comment c'est sorti récemment? Et je vous promets, je m'arrête là. Pourquoi ça continue? Il y a une question que j'avais évoquée déjà il y a 20 ans à la Commission Boucherie. C'est pas parce qu'on fait un financement de la vie politique des partis politiques qu'il n'y a pas de concurrence à l'intérieur des partis et que la concurrence à l'intérieur des partis repose la question de la corruption et des fonds que l'on doit avoir. La question Balladur-Chirac, elle est typique. Et c'est là où on voit bien qu'une réforme qui a l'air parfaite, je me souviens parfaitement de la discussion avec le rapport Boucherie, etc., le jour où il y aura le contrôle des dépenses, etc., ça sera réglé. J'ai dit non, parce que la concurrence qui ne peut pas être réglementée, la concurrence au sein du parti, elle est saine, qui est des intérêts de région, de tendance, de fraction, de tout. Comment elle se finance? Comment ça se fait? Là encore, il n'y a aucune transparence dans le financement des partis politiques. Donc, voilà, je m'arrête. Je pense qu'il y a, à la différence de ce qu'on dit, une littérature énorme sur ces questions-là. Il y a plein de discussions, j'en ai pris, j'ai terminé simplement sur la question du financement des fractions à l'intérieur des partis, qui pour moi reste une question importante. Ça renvoie toujours à la culture politique de l'accès au monopole de la représentation du parti. Et pour moi, excusez-moi en France, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le rapport entre l'accès au monopole de la représentation du parti politique et ce relais dans la très haute fonction publique. Et on est là dans un agenda que Yves Mény, qui n'a pas encore été cité, avait parfaitement décortiqué dans son bouquin de 92. On le sait, il n'y a rien de nouveau. Je pense que son livre peut être complété, mais il tient assez bien. Et rien n'avance, parce que c'est de la règle du jeu, c'est une question de culture morale, et il n'y a pas encore de coût moral et politique à un fonctionnement qui continue comme ça. Merci.
bien, je vous propose, mesdames, messieurs, de poursuivre par une analyse non plus uniquement de la corruption, mais des liens qu'entretient le crime organisé avec le délit de corruption. Est-ce que ça va mieux? Voilà. Donc, une observation sur la recherche également. Dans les pays membres, tout au moins de l'Europe, les activités du crime organisé sont largement rapportées et traitées également dans la littérature académique. D'autre part, peu d'États en Europe ont échappé à l'impact négatif des scandales de la corruption d'hommes politiques. Il faut avouer que la France a été copieusement servie ces derniers mois. Cependant, avant 2011, et ça c'est un constat, peu de recherches ont été menées sur les liens existants entre les organisations criminelles et la corruption, leur impact financier, car la plupart des recherches traitent ces phénomènes séparément. Alors, effectivement, on a vu un départ quand même de la chose en 2004, suite à la Convention de La Haye, où le Conseil de l'Europe a appelé à examiner les liens existants entre le crime organisé et la corruption, et de développer une stratégie intracommunautaire. Et depuis, Europol est à peu près le seul à publier une étude qui est assez intéressante, une étude annuelle qui s'appelle Organized Crime Threat Assessment Report, et ce depuis 2004. Ce n'est qu'en 2012 qu'on a vu apparaître une commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment d'argent, qui est organisée ou menée par le Parlement européen et qui analyse le problème de façon assez rigoureuse, mais c'est récent, il n'y a que le pré-rapport qui a été rendu. Le but étant d'identifier comment les États peuvent améliorer l'efficacité et leur riposte au challenge qui leur est posé par le lien entre ces deux problèmes. En fait, pour aller directement au cœur du problème, et après je vous proposerai des schémas pratiques d'application. Je ne vais pas vous apprendre à corrompre, mais je vais vous montrer comment ça se passe. C'est quelque chose qui est assez commun finalement. Le crime organisé, d'une part, ne cherche pas à gouverner. Il veut uniquement posséder. La gouvernance ne l'intéresse absolument pas. Une structure criminelle est nécessairement parasitaire et elle cherche à tirer profit des entreprises et des institutions. Donc, elle cherche notamment à maîtriser le tissu social, principalement, politique également, dans lequel ils agissent, afin d'éviter ce qu'on appelle chez eux des surprises, des mauvaises surprises, et encore de maîtriser les velléités répressives qu'ils peuvent encourir. La principale difficulté qu'il y a en matière de lutte contre la corruption, c'est que cette lutte repose sur la base d'un pacte secret. Et croyez-moi, si le secret est bien gardé, eh ben, il apparaît rarement. Si Madame Cahuzac n'avait pas craché le morceau, ben, monsieur serait moins embêté. Et elle serait moins embêtée aussi parce que ça montre bien que les whistleblowers sont toujours à risque et qui sont toujours sanctionnés. Donc ce n'est pas encore une solution, et on le voit au niveau international. Donc effectivement, les poursuites sont difficiles. Mais quand on ajoute la dimension de l'organisation criminelle, là on n'est plus dans la corruption binaire, c'est-à-dire la relation simple entre un corrupteur et un corrompu, avec un avantage indu et un acte de la fonction. On se retrouve là dans un système triangulaire où l'organisation criminelle se situe comme un troisième élément qui cherche à en maîtriser deux autres, l'autorité publique et l'entreprise. Alors des exemples, je reprends volontairement des exemples anciens, en disant que ces organisations criminelles ont la maîtrise en faisant payer obligatoirement des impôts. Je ne parle pas du gouvernement actuel, mais des impôts obligatoires, le pizzo, et effectivement c'est un moyen pour tenir les entreprises, parce que c'est une prime d'assurance qui leur empêche des événements fâcheux, tels que des incendies, des destructions de chantiers ou autres. Une méthode plus élaborée aussi consiste à tenir le tissu social, à maîtriser les syndicats, à corrompre les syndicalistes pour organiser des grèves.
une grève qui empêche de tenir les délais et génère des pénalités pour l'entreprise, a pour but de soumettre l'entreprise à la volonté de l'organisation criminelle. Alors, on va organiser des grèves, on va, en contrepartie, demander que ce soit tel sous-traitant désigné qui opère le marché. On va aussi augmenter les prix par les grèves. Rappelez-vous, ça c'était dans les années 80, aux États-Unis, le traitement des ordures ménagères, les ordures urbaines, j'allais dire, coûtait à New York 4 fois et demi ce qu'elle coûtait à Los Angeles et 3 fois et demi ce qu'elle coûtait à Chicago, parce que le crime organisé new-yorkais et les grandes familles Genovese et autres, Gamino, ont réussi à avoir la main mise sur le problème du traitement des déchets urbains de New York. Bon, on avait le cas à Naples, c'est moins loin, mais je crois qu'à Marseille, on se porte pas mal. J'aime bien la phrase de Diego Gambetta qui met en évidence l'importance de la culture et des attentes. Plus la croyance que la corruption est répandue dans l'opinion, plus la motivation est grande pour s'engager dans le processus. On ne veut pas rester le dernier abruti à ne pas croquer. C'est normal. Donc si on croit que tout le monde croque, eh ben on croque avec. C'est des phénomènes que l'on retrouve assez souvent dans des entreprises où le patron ostensiblement envoie les mains dans la caisse, on voit certains employés ou cadres qui ont tendance à le suivre. Donc il faut le savoir. Alors, en France, là, au mois d'avril ou mai, le Figaro avait publié la perception de l'honnêteté des élus et des dirigeants. Ça m'a amusé. Hein. Décembre 2010, l'échantillon estime que 64% des hommes politiques sont plutôt corrompus. Ouais. Octobre 2011, on passe à 69%. Et là, cette année, à 77%, et je pense que ce chiffre est largement influencé par les Cahuzaceries. La corruption sert dans l'organisation criminelle à faciliter de nouvelles activités délictueuses. Alors on s'est aperçu effectivement que la corruption favorisait la commission de délits financiers spécifiques, qui sont des activités non traditionnelles des organisations criminelles, comme, j'allais dire, le trafic de stupes, le trafic d'auto, le trafic de clubs, de tout ce qu'on veut. Là, effectivement, on tombe maintenant sur des organisations criminelles qui se diversifient et se portent dans les atteintes à l'environnement et au développement durable. Par exemple, prendre des ordures de Marseille pour les enfouir dans certaines collines du Var. Ça, ce sont des traitements qui ne sont pas prévus dans les marchés publics. Le détournement des aides publiques et communautaires, courant, les atteintes à l'équité des marchés publics, aussi, on s'en mêle, le blanchiment, le recyclage dans l'économie légale, les atteintes au secteur de la santé et de l'assurance maladie. Alors, ça sert également à faciliter les activités traditionnelles de l'organisation criminelle. Et je prends effectivement le cas des stupéfiants où la corruption permet de fluidifier le trafic. C'est un trafic qui implique la coopération d'un nombre impressionnant de fonctionnaires, que ce soit dans le pays de production, tout au long de la route suivie par la cocaïne par exemple, et dans les pays de destination finale. Donc, effectivement, les gains que rapporte ce trafic, si on prend uniquement la cocaïne, on est dans des eaux très estimées qui sont supérieures à 500 milliards de dollars de bénéfices. Je dis bien supérieurs, je n'ai pas calculé, je m'étais arrêté à cette barre. Qu'on peut effectivement graisser la patte de fonctionnaires, sachant que le coût est différent selon les pays. Il est beaucoup plus facile de corrompre un fonctionnaire d'un pays que d'un autre. Alors, j'avais un cas d'une banque, la banque HSBC, hein, c'est sorti dans le secteur public, donc je peux le dire, qui avait créé un call center en Inde. Et pourquoi ils ont créé un call center en Inde? C'est que ça coûtait beaucoup moins cher que de le créer à Londres, et son fonctionnement coûtait beaucoup moins cher parce que les salaires indiens sont beaucoup moins élevés que les salaires en Grande-Bretagne. Mais ils n'ont pas réalisé que la possibilité de corrompre
un fonctionnaire, un employé indien est beaucoup plus facile que de corrompre un employé londonien au niveau de l'argent, tout au moins, ou des montants occasionnés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une organisation criminelle s'est immiscée, a corrompu le gars du call center de banque, qui a donné toutes les questions secrètes des clients dans un fichier, et en 4 heures, ils ont réussi à détourner 96 millions de livres. Je pense qu'il mérite notre reconnaissance, ça c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait que l'individu, comme vous et moi, peut se poser de la question de ce qu'il a fait dans sa vie. Enfin, ces mêmes organisations criminelles voient qu'il y a d'autres délits qui leur servent, notamment dans les réseaux de prostitution, et qui sont entièrement facilités et fluidifiés par la corruption, le trafic d'êtres humains. Il est certain que pour réaliser de beaux trafics, il faut corrompre les douaniers et certains policiers des frontières pour que ça se passe beaucoup mieux. Corrompre d'autres fonctionnaires pour obtenir les papiers de ces jeunes filles que l'on achète en moyenne 3 000 € pour les répartir sur les trottoirs de nos belles villes de la vieille Europe. C'est ce qu'ils appellent la livraison de la marchandise. C'est quelque chose que j'ai encore du mal à avaler. Les carousels de TVA, ça c'est magnifique. C'est une escroquerie au préjudice de celui qui a toujours de l'argent, c'est-à-dire de l'État. L'État, quand il n'a plus d'argent, vous le savez, il emprunte. Donc l'escroc, il est sûr que s'il tape l'État, ben là on fait des fausses factures, des fausses sociétés. J'ai pas le temps de vous expliquer tout ce mécanisme où on ne paye. C'est pas de ne pas payer la TVA, ça c'est un problème fiscal. Le problème pénal, c'est de récupérer de l'État de la TVA qui n'a pas été acquittée en amont. Donc on met la main dans la caisse de l'État et on se met l'argent dans la poche. Pour vous donner une idée, selon nos estimations, dans mon centre, nous arrivons il y a 2 ans à 12 milliards de pertes annuelles pour la France, et la VAT Association, la European VAT, International VAT Association estime le préjudice pour les 27 pays de l'Europe à l'époque dans une fourchette de 80 à 100 milliards d'euros. Donc, quand en France on paume en moyenne 10 à 15 milliards d'euros par an, alors qu'on est en situation de crise, je peux vous garantir, parce que je travaille sur ces phénomènes depuis 2004 dans mes activités judiciaires, qu'on n'a rien mis en œuvre pour s'en prémunir, contrairement à certains autres pays, notamment la Belgique. Bien entendu, la corruption sert aussi au blanchiment de l'argent. Le problème du blanchiment, il y a la définition légale, comme on en parle souvent, mais il y a la définition de l'économiste, du spectateur. C'est tout simplement le fait de couper les liens existants entre l'argent et les délits ou les crimes que l'on a commis pour obtenir cet argent. Ça, c'est du blanchiment. Une fois qu'on a coupé les liens, eh ben, on est tranquille, on n'aura pas de saisie et on n'aura pas la saisie même de ce qu'on a pu obtenir avec. Donc, alors, corrompre en matière de blanchiment, c'est dur. Non, il y a des banquiers. Alors, je me rappelle dans un dossier ah oui, non, c'est un milieu qui est très corruptible. Non, il faut le dire. Il ne faut pas les épargner. Alors, un exemple réel, dans un dossier de blanchiment de l'argent, de carrousel de TVA qui était traité par un magistrat belge, une petite équipe de 3 aigrefins malins, dont une allemande et 2, je ne sais plus d'où ils étaient, monte d'abord une carambouille pour financer un carrousel de TVA, parce qu'on finance très peu, on obtient beaucoup, et à un moment ils avaient besoin, dans ce carrousel qui est un tour, de faire fuir l'argent pour le blanchir, parce que c'est bien beau d'estourbir de l'argent, mais encore faut-il pouvoir en profiter, sinon il n'y a aucun intérêt à la chose. Donc, à un moment, ils ont dit, oui, mais on a besoin d'un banquier. Et c'est vrai que le banquier européen devient de plus en plus dur à faire plier pour faire des flux en contravention avec les règles anti-blanchiment. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le marché de leur banque. Ils ont été choisir leur banquier. Celui-là où il est beaucoup trop strict, celui-là il pose trop de questions, celle-là, et puis ils tombent au bout d'un moment sur un directeur d'agence à 2 ans de la retraite, fraîchement veuf, et qui avait un regard appuyé sur le trio, et notamment la belle blonde allemande. Et
Ils ont dit, lui, on va ouvrir un compte. Donc ils ont ouvert un compte. Comme par hasard, c'est la belle blonde qui a porté les dépôts, qui au bout d'un certain temps se sont multipliés. Et après, il fallait faire le flux de blanchiment. Et comme elle voyait tout au moins que l'intérêt marqué de ce banquier pour elle, elle a commencé le jeu, le dîner aux chandelles et tout. Et puis elle a dit, si tu fais le virement, on peut envisager mieux. Hein? Et donc, il a fait le virement, il a eu mieux, mais une fois. Il ne faut pas exagérer. Il a payé, il a été effectivement poursuivi, incarcéré à titre préventif, il a perdu son emploi et certainement une partie de sa retraite. Mais il suffit d'éblouir les gens également pour rentrer dans des phénomènes de corruption. Il ne faut pas oublier que la jurisprudence assimile l'acte sexuel comme étant constitutif de l'avantage indu dans matière de corruption. Et c'était un arrêt qui, effectivement, confirmait la condamnation d'une jeune fille qui avait proposé un petit gâté au policier qui la mettait en garde à vue. Eh oui. Et bon, lui, au lieu d'accepter le petit gâté, il a fait un procès verbal, ça n'a pas marché. Ça. Voilà. Le dernier problème aussi au travers de ça que l'on a à traiter, c'est le problème des pays tiers. Le crime organisé ne respecte pas les frontières, bien entendu, et la protection de l'Europe ne peut se concevoir que si sa dimension externe est également étudiée au niveau de la lutte contre la corruption. Alors je vous donne l'exemple d'organisations criminelles chinoises qui opèrent à l'intérieur de leur propre communauté au sein de nos pays européens et des autres. Ils utilisent la corruption pour obtenir des documents tels que des visas, des permis de séjour et même des diplômes. J'ai une pensée émue pour nos collègues de la faculté de Toulon. Je vais vous donner là des schémas pour montrer qu'on peut imaginer des tas de choses. Bon, ça ressort d'une partie de cas réels qu'on a modélisé avec mon collègue Marc Second. Et on part d'un circuit éventuel de corruption en France. Donc j'ai une société A, corruptrice, qui, contre la fourniture d'un avantage indu, qui est l'obtention d'un marché, va donner quelque argent à un agent public national. Bon, jusque-là, il n'y a rien d'original. Voilà le schéma de corruption. Mais ce schéma de corruption, il est pensé, il n'est pas encore financé. Comment le financer pour complexifier le travail des enquêteurs? Eh bien, on part cette fois dans la corruption d'un fonctionnaire étranger. Comment ça se passe? Tout simplement, comme ça. La société A, qu'on voit en France, a une filiale à l'étranger. Cette filiale va déclarer une commission au profit d'un fonctionnaire et dans ce pays, on peut déduire fiscalement la commission du résultat de l'entreprise. Donc, il y a un double intérêt à le faire dans ce pays. Alors, donc, j'ai cet agent public étranger qui facilite l'obtention d'un marché à l'export, qui est l'acte de la fonction qui correspond effectivement à l'avantage indu. Bon, voilà, on a deux schémas de corruption. Mais ce qu'on imagine rarement, c'est qu'on a impliqué l'argent public étranger dans le financement par le biais de rétrocommissions. Donc, regardez le flux rouge. Là, vous avez l'agent public, on lui donne l'argent d'une commission qui va être déduite fiscalement de la filiale de la société A. Cet argent, il admet d'en rétrocéder, par exemple, 50%, parce qu'on l'a largement surpayé par rapport à ce qu'il demandait. Et cette rétrocommission, au moyen de caisses noires, ou je dirais plutôt de nos jours de banques offshore, va servir à financer la fourniture de l'avantage indu en France. Donc effectivement, les enquêteurs en France, ils vont chercher d'où vient cet argent du fonctionnaire corrompu, mais ils auront beaucoup plus de difficultés de retrouver cet argent provenant de la filiale de la société vers l'agent public étranger. Alors c'est un schéma intéressant qui permet par l'étranger, par la corruption d'un fonctionnaire étranger, d'organiser un bon circuit de corruption en France. Autre système simple, là, c'était tout simplement des compagnies pétrolières qui rémunéraient le ministre du pétrole nigérian. Jusqu'ici, rien de surprenant. Bon, 16 millions la commission, qui était donnée en contrepartie de licences d'exploitation. Et à l'époque, le dépôt d'espèces était
aussi facilité par la corruption de banquiers, ce montant a été placé à la fois à Gibraltar sur des comptes bancaires et à Genève sur d'autres comptes bancaires. Une fois que cet argent était dans le circuit bancaire, ces comptes de Gibraltar et de Suisse ont servi à alimenter des comptes dans des banques bien françaises, hein, que je cite, parce que ça vient d'un arrêt de la Cour de cassation, donc c'est tout à fait public, et ça m'amuse. Grâce à une fois que ces comptes étaient approvisionnés, il y a eu des chèques émis et des virements qui ont tout simplement financé l'achat de biens immobiliers en France et ailleurs. Donc c'est toujours des mécanismes qui sont, contrairement à ce qu'on croit, relativement simples. Par contre, il faut tomber sur l'élément constitutif, sur l'un des flux bancaires qui va permettre de remonter la filière, et ça, c'est très difficile. Alors, sur ce dernier schéma, je vais aller vite, parce que ça fait déjà 20 minutes et 51 secondes. Oui, il marque tout. On ne peut plus faire les choses tranquillement. Je vais vous montrer un circuit complexe d'un agent corrompu, qui accomplit un acte de sa fonction au profit d'un agent corrupteur. Cet agent corrupteur, il y a des sociétés autour de lui, alors je vais le faire un peu en vrac, juste pour vous montrer comment ils arrivent à complexifier les choses, qui, en résumé, sont très simples. Très simples, encore faut-il y penser. Vous avez donc un agent corrupteur qui doit verser de l'argent à un agent corrompu. Cet argent, d'abord, il va commencer à rendre le système complexe. Donc, il va payer une fausse prestation à une société, qui est une société taxi. Une société taxi, c'est une société qui est constituée pour commettre un crime ou un délit et qui sera amenée à être abandonnée après. Bon, une fois que ce paiement d'une fausse prestation est fait, eh ben, cette société repaye une autre prestation à une société filiale étrangère, offshore, qui fait quelque chose de cet argent contre une prestation qui est manifestement inexistante. De l'autre côté, l'argent corrompu, il obtient un prêt d'argent. C'est bien parce qu'après on vous dit, mais d'où vient cet argent ? J'ai la banque qui m'a prêté l'argent, monsieur l'officier de police judiciaire. Et rarement, l'officier de police judiciaire va vérifier l'exécution du prêt. Ça, c'est un prêt, ce qu'on appelle un back-to-back. Alors, je vais vous montrer effectivement, finalement, l'agent corrupteur a noyé le poisson au travers diverses sociétés, taxis, nationales et internationales. Et ensuite, cet argent est parti au profit de la banque qui a fait le prêt à l'argent corrompu et dont l'organisation criminelle est caution. Alors là, je vous propose maintenant d'effacer un peu certains liens et de remplacer par le flux d'argent. Voilà. Finalement, vous avez l'argent corrupteur qui envoie de l'argent à une société offshore qui lui appartient, à une société taxi qui lui appartient ou qui appartient à l'organisation. Cette société taxi renvoie ce même argent ou paye une prestation à l'étranger. Cet argent est donc à l'étranger et il va directement sur un contrat de cautionnement qui est fait au profit de la banque en garantie du contrat de prêt qui est ce prêt étant accordé, l'argent étant versé à l'agent corrompu. Ça, c'est génial, le back-to-back. Parce que qu'est-ce qui va se passer en fait ? L'agent corrompu va prendre le prêt, il va commencer à rembourser une échéance, 2 échéances, puis après, il dit « Ah, mon bon banquier, j'ai plus d'argent, je ne peux plus rembourser. Ah, je vais être obligé de mettre en jeu la caution. Mais là, mon grand, il n'y a pas de problème, elle est là pour ça. Et voilà. Donc, vous voyez que ces systèmes sont complexifiés pour des raisons de blanchiment, et après, il y a des moyens très simples pour verser l'argent aux fonctionnaires, en rendant cependant l'enquête relativement difficile. Voilà, donc je conclus, et il me reste 1 minute, alors je vais faire très vite. Il faut avouer que des progrès considérables ont été faits pour améliorer la lutte contre la corruption et contre le crime organisé, pris séparément. Mais à mon avis, beaucoup reste à faire pour analyser les liens existants entre ces deux phénomènes et notamment pour identifier, recueillir les informations quantitatives nécessaires pour bâtir une politique de lutte efficace ainsi que peut-être aussi faire une législation qui sera plus adaptée. Le groupe CRIM du Parlement européen suggère déjà des pistes intéressantes de rechercher la dynamique entre les activités criminelles classiques et les activités
délictueuses financières des organisations criminelles pour identifier les occurrences où la corruption prévaut, d'identifier les vulnérabilités spécifiques de la corruption dans le secteur privé et enfin de déterminer quand et comment le lien entre le crime organisé et la corruption peut être caractérisé afin de définir un point de départ de travaux ultérieurs sur ce lien et valider ou infirmer l'efficacité des mesures préventives et répressives actuellement en vigueur. J'ai 16 secondes de retard. Merci.